Bonjour à tous, bienvenue sur votre matinale, l'actu matin. Ce matin, lors de nos discussions, on va commenter ce retour de l'actualité. Il s'agit notamment de la relance autour de la lutte contre les faux médicaments. C'est une lutte à renouveler à chaque fois, nous dira en tout cas Franck Aounou qui viendra par ici avec son commentaire, poser le débat. On aura tout à l'heure, en tout cas dans la dernière partie de votre matinale, le point de l'actualité tel que perçu par la rédaction de Canal 3 Bénin et relayé ces 7 derniers jours au Bénin. C'est le Bénin en 7 jours. Ce sera une œuvre de Idrissou Boukari. On aura le rendez-vous avec l'actualité sportive avec Candy Dronreto qui nous fera faire le tour donc des informations du week-end dans le domaine du sport. Vous devinez certainement, le football sera en pôle position. Et je n'oublie pas les autres rendez-vous, notamment sur la matinale, le bulletin de l'information, la revue de presse, enfin d'émission. Tout cela est à suivre donc dans votre numéro de ce matin. Bienvenue à tous. Je propose donc qu'on passe à la une des journaux ce matin. Ce sera avec notamment Fraternité pour commencer, qui nous propose d'ailleurs en manchette un titre assez politique, entrevue entre Rongbeji, Amoussou, Nagoïdji, Olo, Dossou, Yaya la recherche d'alliés, rencontre avec la jeunesse FCBE. Paul Rompet trace la voie vers 2026. Mémoire collective face à l'oubli de nos héros contemporains. Le plaidoyer pour un monument en mémoire de l'abbé Gilbert Dagnon. Vous allez le découvrir en tout cas dans les colonnes de Fraternité ce matin. Et puis, élevons le débat, c'est le titre de l'éditorial signé Anissé Carlos Soke ce matin. Le confrère de la matinée, rencontre incessante Yahi Rongbedi, que peut-on espérer des deux dinosaures de la scène politique béninoise? Réaction contrastée dans l'opinion. Visa Info, prix du butane dans la sous-région. Le gaz domestique coûte trop cher au Bénin. Une bouteille de 6 kilos vendue à 4700 francs CFA au Bénin est à 2000 francs CFA par exemple. En Côte d'Ivoire et au Togo, l'uniformisation des bouteilles n'est pas la panacée, nous dit donc Visa Info. Le Soleil Bénin Info, présidentiel de 2026, Talon s'en va mais reste maître du jeu et du temps. Nous sommes avec le potentiel, faute lourde et irrégularité administrative dans une mairie de l'Atlantique. À l'ADA, en prison, le CA Edmond Zinsou perçoit 7 200 000 francs CFA de salaire. Et puis l'autre quotidien pour des élections générales apaisées en 2026, le médiateur de la République en concertation avec les acteurs politiques majeurs. Le chasseur info pour continuer. Véronique Taïfadé au lycée Tofa, premier de Porte-Novo. Il faut que nous ayons de bons résultats au BPC 2025. Le quotidien le meilleur. Deuil dans le monde de la presse béninoise. Le journaliste Nicaise Miguel passe de vie à Trépas, Bénin intelligent, sécurité, culture, jeunesse, Union européenne et le Bénin, l'Alliance continue. Transport aérien en Afrique de l'Ouest, nous sommes là avec Décryptage Info. La Suède de Hao pour une réduction de 40% des coûts de billets d'avion. Le Télégramme. Eh bien, Kouandé, des individus armés attaquent un poste de police avancé. Nous sommes toujours avec le Télégramme. Gaz domestique, des bouteilles de gaz à partir de 1000 francs CFA au Bénin. Nous apprenons le quotidien Kadiaou au domicile de l'ancien président. Nouvelle rencontre entre Maître Adrien Ngbeji et Boni Yayi. Dynamisme Info, projet de destruction d'habitation pour une gare routière à Ouiho 1. Les acquéreurs de parcelles appellent à la prise en compte de leurs doléances. Nous sommes avec nouvelle génération, les 4 vérités, pardon. Distinction des 13 cadres du département des collines, Dr Jean Dossoumou honoré pour ses actions à l'endroit donc
de la population. Nous sommes avec Jakpata, présent 2026 en ligne de mire. La rencontre Ngbeji-Yayi, un tournant stratégique, c'est une question. Et puis, nous sommes avec Matin Libre maintenant. Sixième conférence internationale du groupe Initiative Afrique, Biotchané pour une souveraineté de responsabilité. Passons à Libération à présent, BPC session 2025, 139 000 candidats, planche en juin prochain. L'événement du jour, prise en compte des victimes des plaies chroniques de la jambe. Une campagne de consultation foraine démarre ce jour. L'économiste, logement abordable, la BIC s'engage aux côtés donc de la CRRH UMOA à ce sujet. Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Entrevue entre Ngbeji, Amoussou, Nago, Iji, Olo, Dossou, Yayi à la recherche d'alliés, rencontre avec la jeunesse FCBE. Paul Hunkpe trace la voie vers 2026. Mémoire collective face à l'oubli de nos héros contemporains. Plaidoyer pour un monument en mémoire de l'abbé Gilbert Dagnon. L'édito signé Anissé Carlos ce matin. Elles vont le débat. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. Je vous propose qu'on passe au bulletin de l'information tout de suite avec Ingrid. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Dans votre bulletin, assuré tout à l'heure, où en est-on dans le projet de béatification et de canonisation du cardinal Bernardin Ganti, lancé en janvier 2025 par les évêques de Rome? Pour en savoir plus, Canal 3 s'est approché du vice-président de l'Institut pontifical Jean-Paul de Cotonou. Il s'agit du père Brice Ouinsou que vous avez à l'image. C'est lui qui nous proposera quelques éléments de réponse. Toujours à suivre dans ce bulletin de l'information, le tour rapide à Grand Popo dans le département du Mono. C'est pour faire le point de la sortie du mouvement national de la jeunesse FCBE. Une assemblée générale dont les travaux sont axés sur la jeunesse, le socle de l'engagement politique. La rencontre leur a permis de réaffirmer leur engagement à œuvrer davantage pour le rayonnement du Parti Corée. Voici le bulletin. Nous allons commencer justement par une note de religion. Le cardinal Bernardin Ganti est au cœur donc d'un processus de béatification et de canonisation. Oui, Tanguy, il s'agit des causes de sainteté ouvertes depuis janvier 2025 par les évêques de Rome à travers un décret. À quel niveau se trouve le processus à cette date d'aujourd'hui? Nous allons suivre le père Brice Ouinsou pour en savoir davantage. Il est le vice-président de l'Institut pontifical Jean-Paul II à Cotonou. La première étape, c'est le peuple de Dieu qui voit les marques de sainteté d'un serviteur, d'un fidèle défunt et qui présente. Donc cette présentation a été faite par l'Italie et nous avons eu l'écho au Bénin le 13 janvier et qui a été signé donc le 22, c'est venu vers nous. 22 janvier de cette année où les évêques de Latium à Rome, en Italie, ont accepté par un décret d'ouvrir les causes en béatification et canonisation du cardinal Ganti. Donc à cette étape est l'étape, je vais dire, initiale. Après ça, il faudra qu'on travaille à rassembler les documents nécessaires parce que sans les documents, ils ont beau accepter d'ouvrir, mais sans les documents qui viennent du Bénin, ils ne peuvent pas. Donc il nous convient maintenant de travailler, de rassembler tous les écrits, les homélies du cardinal et de les présenter à qui de droit l'archevêque de Cotonou au postulateur qui se chargera de transmettre au Saint-Siège. Après les documents, un tribunal va siéger. Et le tribunal qui va siéger va entrer en même temps dans la première phase de l'ouverture. Cette première phase se passera à Rome. Et la partie rogatoriale, c'est-à-dire quand Rome décrète, le Bénin va reprendre. Et quand le Bénin va faire l'ouverture, tout le document va être transféré encore à Rome pour les analyses au niveau du dicaster. Et ce n'est qu'après ça qu'il y aura la première grande étape qui est la vénérabilité. Il sera reconnu vénérable.
va commencer par dire le cardinal vénérable, cardinal Bernardin Ganty. Après ça, on va encore reprendre le processus et il sera reconnu bienheureux. Ce n'est qu'après ça qu'on a un bienheureux cardinal Ganty. Et troisième étape, on va dire Saint cardinal Ganty. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, à la faveur des 5 ans de la chaire cardinal Ganty, le Bénin et donc toute l'Afrique a reçu un patronat très important. Le dicaster pour les hauts des saints a accordé au Bénin pour toute l'Afrique un patronat d'ouverture des cycles de formation des causes des saints pour la justice et la sainteté. Donc c'est une école qui commence aujourd'hui et cette école est une chance pour nous au Bénin en Afrique qui va conduire le processus de sanctification et en même temps de l'éducation à la sainteté, de l'éducation à la justice, de l'éducation à la paix des Béninois, des Africains. Et pendant que le processus de la béatification et de la canonisation du cardinal Bernardin Ganty est toujours à ses premières étapes, les fidèles catholiques du Bénin, eux, sont au travail pour accélérer le processus. Ceci à travers de nombreux témoignages positifs que je vous invite à suivre. Il y a 100 ans, quand il a été baptisé, lui-même a constaté que sa vie a changé. Sa vie où il disait presque mot pour mot qu'il est devenu un peu plus humain après son baptême. Et c'est après son baptême qu'il a commencé à poser beaucoup de questions sur ce que c'est que l'Église, sur les sacrements, etc. Donc c'est la preuve que le baptême est un sacrement, c'est une porte d'entrée dans la vie d'un chrétien. Et à partir de ce sacrement-là, tous les autres charismes que nous avons, qui étaient peut-être cachés, sont mis en exergue. Donc lui, il a pleinement vécu et donc durant toute sa vie, jusqu'à sa mort. Le cardinal Ganty invite vraiment à une belle et bonne collaboration entre les fidèles laïcs du Christ et les prêtres religieux, religieuses. On doit pouvoir se donner la main pour réaliser l'objectif commun, chacun tout en restant dans son couloir et voir concrètement comment trouver ce chemin de synodalité, de solidarité élevante pour le bien de la société, le bien de l'homme tout court, le bien de la terre dans l'attente des biens à venir. J'ai eu la chance d'aller chez lui, de rester souvent, d'aller chez lui au Vatican quand nous étions aux études dans les années 94, 15, 16, 17. Et chaque fois que nous allons là-bas, nous voyons comment il nous accueille. Vous voyez, il a l'habitude d'accueillir tous les Béninois, tous les Africains, quand il a un problème, une joie à partager ou bien une tristesse. Mais à l'arrivée, on sent que c'est un papa. Vous voyez, le cardinal vous accueille avec un papa, comme un papa, et il est assis. Et quand le repas est prêt, nous voulons manger, il ne se sert pas le premier. Ce qui est contraire aux habitudes que nous avons. Et il nous laisse se servir jusqu'à la fin, et c'est lui qui sert le dernier. Un autre impact que j'ai vu de son baptême, c'est la célébration de l'Eucharistie. Vous êtes à la chapelle avec le cardinal, vous n'avez pas à faire du bruit, à bavarder, rien du tout. Et je voyais que lui-même, c'est cette humilité des saints qu'il a pu imiter. Et il veut que nous, qui sommes ses filles et ses fils du Bénin, que nous arrivions à incarner un peu le sens du sacré, que notre baptême pour nous soit aussi sacré et que le baptême nous rende humains.
En politique, maintenant, le parti Foscori pour un Bénin émergent peut toujours compter sur le soutien d'une partie de la jeunesse béninoise pour les échéances à venir. Regroupés au sein du mouvement national de la jeunesse FCBE, nombre d'entre eux étaient dans l'Assemblée générale ce week-end à Grand Popo. Une occasion saisie pour réaffirmer leur engagement à travailler pour redorer le blason de cette formation politique. Nassis Alossen fait ici le point de la rencontre. L'aube nouvelle entonnée pour donner toute une solennité à cette rencontre du mouvement national de la jeunesse du parti Foscori pour un Bénin émergent. Venus des 4 coins du Bénin, ces jeunes gens et jeunes filles disent vouloir rendre hommage aux responsables de leur formation politique pour leurs efforts quotidiens. Ils se décarcassent afin de redorer le blason de notre formation politique. À nous de leur rendre l'ascenseur à travers notre engagement sans faille, notre détermination à jouer pleinement notre partition en vue de changer effectivement et positivement les choses en 2026. Dans leur viseur 2026, c'est les élections générales qui s'y annoncent. L'engagement, lui, est pris devant le haut commandement du parti qui s'est dit satisfait du dynamisme dont fait montre à la jeunesse. Et derrière, les valeurs de la maison Kori ont été montrées à ces jeunes. Valeurs de paix, de disposition à dialoguer et à chercher le consensus. Quels que soient les sujets qui nous opposent en tant que politiques, nous devons être disposés à dialoguer. Et surtout, retenir que nous ne pouvons pas construire notre pays sans la paix. La paix pour éviter que la jeunesse soit utilisée comme une chair à canon lors des compétitions politiques. Et justement, sur l'échiquier politique national, la FCBE affirme que sa tauge de partis de l'opposition est limitée. Elle est limitée dans le temps. Nous nous sommes déclarés, après un temps de latence, d'observation du pouvoir en place, opposants. Nous nous sommes déclarés opposants à une gouvernance, non pas à des hommes. Donc à partir de ce moment, notre opposition, telle que déclarée au ministère de l'Intérieur, s'arrête en 2026 avec le pouvoir de talon. Du coup, a ajouté Paul Hunkwe, nous sommes disposés à faire en sorte que nous participions à la gestion du pouvoir d'État à partir de 2026. Et le coup du militantisme est donné à ces jeunes l'instant d'une journée. On en vient maintenant à cet atelier d'appropriation du nouveau code électoral béninois. L'activité organisée par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication réunit les conseillers ainsi que les cadres de l'institution. Pendant 3 jours, les participants ont eu droit à des communications pouvant les édifier et permettre une meilleure régulation de la communication durant tout le processus électoral. Imet Hélène Mousso pour les précisions. Cadres et conseillers de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC sont en séminaire d'appropriation à Abomey. Les assises se tiennent dans le cadre des préparatifs des premières élections générales prévues pour 2026. Elles visent à amener les participants à mieux cerner la portée des dispositions du code électoral, ceci pour une application harmonieuse et efficace. Mesdames et messieurs, ce nouveau code a introduit des réformes majeures dans l'organisation et la conduite du processus électoral. Il devient alors pour nous un devoir impérieux de nous y pencher, notamment sur les innovations et les amendements majeurs apportés par le législateur. En effet, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, en tant qu'organe de régulation des médias, joue un rôle clé dans l'encadrement de la couverture médiatique et la garantie du pluralisme en période électorale. Ce séminaire est donc d'autant plus important qu'il permettra aux conseillers et aux cadres de la HAC de s'approprier les nouvelles dispositions du Code. Au cours de la rencontre, plusieurs communications seront animées par des experts, certaines sur le cadre juridique des élections générales de 2026, la régulation des institutions en période électorale, d'autres sur les diverses implications des modifications du Code électoral pour la HAC dans la gestion de la campagne médiatique. Les échanges aboutiront à l'élaboration d'une feuille de route pour l'institution. Ce séminaire vise donc à faire une ressortie des implications majeures
de ces changements en perspective des élections électorales de 2026. D'identifier les responsabilités spécifiques qui se découlent pour l'ARAC et à dégager une feuille de route opérationnelle permettant à l'institution de jouer pleinement son rôle. Au bout des 3 jours de présentation et d'âpres discussions, de pertinentes recommandations seront formulées et leur mise en œuvre va garantir une meilleure régulation de la communication tout au long du processus électoral. C'était le bulletin Tanguy Agoy. Merci beaucoup à vous pour la présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci, pareil. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à l'autre bulletin, celui-là de l'actualité des sports. Il y a au menu ce matin du football, je vous l'ai annoncé en tout cas, du handball et puis du volleyball. Nous allons commencer déjà par le sport roi candidat. Bonjour. Bonjour. L'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans aborde dès ce lundi l'étape des quarts de finale. C'est bien cela, 4 différentes rencontres à suivre ce lundi dans le cadre de cette étape des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans édition 2025 qui se tient actuellement en terre égyptienne. Avant de donner les différentes affiches, commençons déjà par les différents pays qui sont qualifiés pour cette étape. On a bien entendu l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria, l'équipe de l'Égypte, le Ghana, la Sierra Leone, le Sénégal et puis la République démocratique du Congo. On en vient maintenant aux différentes affiches comme vous le voyez sur le tableau à partir de 13h00 dès qu'il sonnera 13h ici au Bénin. Le Nigeria sera face à son homologue du Sénégal pour cette étape des quarts de finale pour disputer un billet pour l'étape des demi-finales. À 16h, le Maroc va en découdre avec la Sierra Leone pour composter un ticket pour l'étape des demi-finales. Le Ghana, au même moment, sera face au pays hôte, l'Égypte, pour une place en demi-finale. Et puis la dernière rencontre de cette journée va opposer l'Afrique du Sud à la République démocratique du Congo à partir de 19h00. 4 matchs pour justement 2 places en demi-finale. Bien entendu, il faudra batailler entre les 8 pays qui sont qualifiés pour cette étape des quarts de finale pour rejoindre justement l'étape des demi-finales de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Tanguy, l'Union des fédérations ouest-africaines de football, zone B, UFOA-B, a dévoilé en fin de semaine écoulée son calendrier réaménagé pour le compte de l'année 2025 avec les pays hôtes des différents tournois. Sur le calendrier, il ressort que le Bénin a été désigné hôte de la Coupe UFOA-B Dames Senior qui va se dérouler du 3 au 16 novembre 2025. Néanmoins, les précisions sur les villes et stades retenus viendront ultérieurement. Le programme complet de l'UFOA-B en 2025 se présente comme si vous allez le voir sur le tableau. Coupe UFOA U20 garçons, zone A et B, c'est le Ghana qui va l'abriter du 15 au 30 juin, bien entendu 2025. La qualification UFOA-B de la Ligue des champions féminines 2025, c'est la Côte d'Ivoire, comme l'année écoulée qui va recevoir ce rendez-vous du 9 au 24 août 2025. Les qualifications de la zone UFOA-B U17 des garçons, c'est le Nigeria qui est désigné pays hôte et va accueillir ce tournoi du 11 au 25 septembre 2025. Et puis la qualification du tournoi scolaire africain va se dérouler au Burkina Faso du 2 au 4 décembre 2025. À part ces différents tournois, il faut dire que l'une des compétitions majeures de ce calendrier 2025, c'est la Coupe UFOA U20, bien entendu des zones A et B de la CAF. C'est le Ghana qui est désigné pays hôte de ce tournoi qui va réunir 16 différents pays d'Afrique de l'Ouest du 15 au 30 juin 2025 pour ces 15 différents pays qui seront au rendez-vous. On a entre autres le Cap-Vert, la Namibie, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal, la Sierra Leone, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria et puis le Togo qui vont disputer cette compétition. Les meilleures sélections nationales des deux zones s'affronteront pendant 2 semaines, illustrant le dynamisme et l'unité du football ouest-africain. Ce rendez-vous, il faut le rappeler, marquant, se tiendra dans un contexte de renforcement de la coopération régionale et de promotion des jeunes talents
du continent. Allez, on va parler maintenant de l'actualité au plan national. Oui. La 30e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est déroulée ce week-end notamment. Au total, 17 matchs ont été joués. 17 matchs, dont 9 au niveau de la zone A. Pour commencer, Abeille s'est incliné à domicile sur un score d'un but contre 2 devant l'équipe du Réa Sport de Parakou. Score nul. 2 buts partout entre Beki FC et Odu FC de Comé. Les Buffles du Borgou sont allés à Niki, s'imposer par un score d'un but à 0 au Cavalier. Dynamo FC, Daboumé et Les Tafkouné ont partagé le point au bout d'un score nul, d'un but partout. Score nul et vierge entre Bani Gansé et Dadja Football Club. 2 buts à 1 pour la victoire du Damissa Football Club de Ndali devant l'équipe de l'Est Tonnet de Boycon. Score nul et vierge entre Dynamo de Parakou et Dynamique FC de Djougou. 1 but à 0 pour la victoire d'Espoir FC de Savalou et de Loto Popo Football Club, respectivement devant le promu Boa et Ponte Football Club. Après ces 9 différents matchs dans la poule A, le classement est toujours dominé par Dadja Football Club avec 55 points au compteur, un goal différentiel de plus 15, 52 points au compteur pour l'US Cavalier qui vient en deuxième position dans la poule avec un goal différentiel de plus 11, un point de moins pour l'équipe de Damissa Football Club qui est positionnée troisième sur le classement dans la poule A. Dynamo FC Dabomé est quatrième de la poule avec 49 points au compteur, un goal différentiel de plus 11, 49 points également au compteur pour l'UFC de Comé qui est positionné cinquième de la poule. Lotopopo est sixième de la zone avec 48 points au compteur, un point de moins pour Espoir FC de Savalou qui est positionné 7e au classement. Les Buffles du Borgou viennent en 8e position avec 46 points au compteur, 4 points de moins pour l'équipe de Bani Gansé qui loge à la 9e position dans cette poule. On s'intéresse maintenant à la poule B pour le compte de cette 30e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Oui, différents matchs étaient au programme dans cette zone. Victoire 1 but à 0 en déplacement pour les policiers de l'Est Police devant leurs homologues des militaires d'Adidja. Score nul et vierge entre Coton Football Club et l'Est Cotonou. 3 buts à 0 pour la victoire de l'Est Subemap devant Sikatunga Football Club. Score nul et vierge entre l'USS Kraké et l'équipe de Aziza Football Club. Ayama Football Club s'est imposé par un score de 2 buts à 0 à son homologue de l'ASPAC. Asfo s'est aussi imposé par le même score devant l'équipe de Avrancourt. Omnisport, même scénario pour les Dragons de Lomé qui se sont imposés à leurs homologues de la jeunesse athlétique de Kétou et puis même score. 2 buts à 0 toujours pour la victoire de la jeunesse sportive de Pobet devant l'équipe de l'Étoile filante. Le classement dans cette poule est toujours dominé par Coton Football Club avec un total de 53 points au compteur, un goal différentiel de plus 15, suivi de l'équipe de l'Est Subemap qui vient en deuxième position avec 50 points au compteur, un goal différentiel de plus 17. Dragon Football Club vient en troisième position avec 48 points au compteur, autant de points au compteur pour Ayama Football Club qui loge à la 4e place dans cette poule. La jeunesse sportive de Pobet est 5e avec 46 points au compteur, un point de moins pour l'USS Kraké qui vient en 6e position. Asfo est positionné 7e, Aspac 8e et puis l'AS Cotonou justement loge à la 9e place dans cette poule B. Allez, on va parler des dames maintenant. Ce sont les matchs en retard en tout cas de la 14e journée de la première division féminine dans le groupe A qui ont été joués ce week-end avec des fortunes assez différentes pour les équipes. Évidemment, à domicile, Asaba Football Academy s'est imposé par un score d'un but à 0 à son homologue de l'Aigle Royal qui loge actuellement à la dernière place dans cette poule. Ainovi Football Club en déplacement au stade René Pleven d'Akpokpa s'est imposé par un score de 4 buts à 1 à l'équipe de Espoir FC de Cotonou. Score nul et vierge entre Samneli Football Club, actuel leader de la zone, avec son homologue de Nadia Football Club. Et puis victoire à l'extérieur 2 buts à 0 pour l'ES UMSA devant l'équipe de Cefo. Stambo FC d'Adjara dans un match assez renversant s'est imposé par un score de 2 buts à 1 à son homologue de Dynamique Football Club qui avait pourtant ouvert le score déjà à la 10e minute de jeu, mais les filles de Tambo FC d'Adjara ont su garder une résilience et surtout profiter des erreurs de l'équipe de Dynamique Football Club pour s'imposer au coup de sifflet final par un score de 2 buts à 0, notamment avec un doublé de cette fille-là, cette joueuse qui fait parler d'elle depuis plusieurs journées déjà, Romaine Gandonou, qui s'est offert hier en doublé pour offrir la victoire aux siennes, 2 buts à 1 devant les filles du Dynamic Football Club. Au classement dans cette poule,
On voit en tête l'équipe de Sam Nelly avec un total de 31 points au compteur, un goal différentiel de plus 10. L'équipe de Nadia Football Club loge toujours à la deuxième place dans cette poule avec 29 points au compteur, un goal différentiel de plus 9. Ainovi Football Club monte à la troisième position à 27 points au compteur, un goal différentiel de plus 15. Dynamic Football Club dégringole à la quatrième position avec 26 points au compteur, un goal différentiel de plus de l'AS UMSA vient en cinquième position dans la poule à 21 points au compteur, même nombre de points au compteur pour Tambo FC d'Adiara qui est positionné sixième au classement, septième place pour Asaba Football Academy avec 19 points au compteur, 3 points de moins pour Cefos qui vient en huitième position. Espoir FC de Cotonou est avant dernier au classement avec 15 points au compteur. L'Aigle Royal est la lanterne rouge de cette poule A avec 13 points au compteur, un goal différentiel de moins 9. À l'issue donc de cette 14e journée en retard dans la poule A, le classement actualisé donc se présente ainsi. Tanguy, on s'intéresse maintenant à un sport de main. La saison 2025 du handball béninois est officiellement lancée. Après la pause, la Fédération béninoise de handball lance les hostilités pour le compte de la nouvelle saison à travers un tournoi de mise en jambe, le Challenge Honorable Malik Gomina, une compétition qui s'est déroulée durant 2 jours au Roi des Oies Loisirs et Sports de Cotonou et qui a réuni les équipes masculines et féminines amateurs de la zone A. C'est un tournoi de mise en jambe et qui a pris fin notamment ce dimanche avec le Sacre de Flowers chez les dames et Eagles chez les hommes. Voici le résumé qui vous est proposé. 4 équipes ont donné du spectacle ici au Roi des Arts Loisirs et Sports de Cotonou chez les dames pour le Graal du Challenge Honorable Malik Gomina. Au thème d'une première journée assez palpitante, les filles de Flowers habillées dans leur traditionnelle tunique bleu griffée de jaune et blanc défient en finale leurs homologues de l'ASPAC. Une affiche pas des moindres entre 2 écuries habituées à la course au titre du championnat. L'opposition l'a très bien démontré à travers les différentes phases de jeu du côté des 2 équipes. Au coup de sifflet final, ce sont les filles de Flowers Handball Club plus entreprenantes dans les offensives et assez solides en défense qui sortent victorieuses sur un score de 27 à 19. On a eu la chance de suivre leur demi-finale hier contre une autre équipe, Laurier de Ouida. On a compris déjà que l'équipe joue véritablement sur la base arrière. Leur force est la base arrière. Ils jouent moins au niveau des ailes, donc on a densifié un peu la défense au niveau de la centrale, ce qui leur a complexifié la tâche. Je dirais que manque d'entraînement, ils ne sont pas encore entraînés. En plus, il y a de nouvelles recrues et tout. Sans entraînement, je pense que ça ne pouvait pas marcher de toutes les façons. Chez les hommes, l'affiche finale a mis aux prises les portuaires de l'ASPAC, vêtus de maillots jaunes et bleus, et les hommes de Eagles Handball Club. Ici aussi, la rencontre a livré un spectacle fou avec des rebondissements dès les premières minutes. Mais les bleus et blancs ont su maîtriser leurs adversaires jusqu'au coup de sifflet final et s'imposent avec 10 points d'écart. Score à l'arrivée, 39-29. Notre adversaire du jour a été plus physique que nous et c'est le début de saison. Donc on est encore en train de chercher le rythme. On espère qu'on ne pourra pas présenter ce genre de visage pour le reste de la saison. Il faut reconnaître que pendant le championnat amateur passé, ils nous avaient gagné et ils nous ont privés du titre. Donc le travail a été redoublé, donc on a redoublé d'ardeur. L'esprit revanchard et surtout conquérant a donc permis à Eagles Handball Club de s'offrir le trophée chez les hommes. Une compétition parrainée par l'honorable Malik Gomina qui vient soutenir la promotion du sport et du handball inclusif en particulier. Une image à cette compétition, ce n'est pas à dessein. On a juste choisi comme ça. C'est un ami à nous qui a voulu quand même mettre un peu de sous pour qu'on puisse démarrer la compétition. J'ai vu toutes les équipes ont produit du bon jeu. Donc à ça, je n'ai rien à dire, sauf merci à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre pour la bonne réussite de cet événement. Le Challenge Honorable Malik Gomina lance ainsi la saison 2025 du handball béninois. Ce tournoi a servi de plateau d'évaluation pour les différentes équipes masculines et féminines qui y ont participé en vue de l'amélioration des performances avant les différents championnats nationaux. On va parler maintenant de notre sport de main. Oui, le volleyball notamment. Ce week-end, on a assisté aux différentes rencontres de la 3e journée de la phase retour du championnat professionnel chez les dames. Pour le compte de cette 3e journée de la phase retour à l'ADA Olympique, s'est incliné sur un score
d'un 7-3 devant son homologue de Jiba Omnisport 3-7-1 pour la victoire de Dynamique VBC est devant l'équipe de la JSPA 1-7 gagné contre 3 pour l'équipe d'Adida Volleyball Club devant Énergie VBC 3-7-1 pour la victoire de MSC devant l'équipe de Étincelle et puis 3-7-0 pour la victoire des champions en titre les filles de Queens VBC devant leurs homologues d'Amazon Volleyball Club chez les hommes maintenant 3-7-1 pour la victoire d'Alada Olympique et de Dynamique VBC respectivement devant Jiba Omnisport et la JSPA 3-7-1 pour la victoire à l'extérieur. Étincelle devant l'équipe de MSC 3-7-0 pour la victoire de Finance VBC devant l'équipe de l'Est Cotonou 3-7-1 pour la défaite d'Asson Union devant son homologue de All-Star et puis l'Est Police Républicaine 7 imposée par 3-7-0 à son homologue de Vaisseau Stangui. On va s'arrêter ici ce matin. Merci beaucoup à vous, candidat, pour le tour d'horizon de l'actualité des sports. Je vous souhaite de passer une très bonne journée en attendant de vous retrouver à 21h, c'est bien ça? Oui, à 21h avec un menu assez palpitant. Ce sera bien entendu avec Narcisse à l'océan. Merci pour le tour de ce matin déjà. Je vous souhaite de passer donc une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va faire un tour maintenant à la régie pour suivre le magazine de ce matin. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Vraiment rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrire la lumière. Communiquer. Hey. Communiquer. Hey. Communiquer. Hey. Betty est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Ouais. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Wow. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc... Non, j'ai laissé le côté humoriste, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence.
Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui. Ah oui, c'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Donc vous les laissez d'abord. Bon, oui, on essaie de... Il y a une méthode de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla, c'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des dits. Vous dansez des dits, ça fait Zogla dance. Voilà. Inspiration. On va checker la liste. Oui ou non? Moi, heureusement que j'ai jamais eu d'ex. Oh, le ciel va tomber. Le ciel va tomber. Prends bien soin de moi, chérie, ne me néglige plus. Bravo. Merci à toute l'équipe. Vous êtes tout simplement formidables. On se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle aventure sur le plein de midi. Au revoir. Au revoir. Un petit bourg dans la commune de Kétou. Une manifestation grand public est annoncée pour commencer au milieu de la journée. Il s'agit d'une cérémonie Depuis de longs mois, un groupe d'hommes d'un âge certain a subi l'initiation pour l'accession au grade le plus élevé de la hiérarchie des Bokono, les prêtres du Fa, interprètent des signes de l'oracle. Aujourd'hui, c'est la fête. Ce qui se fait aujourd'hui, on appelle ça, c'est comme un passage de grade, on appelle obé. Hein? Obé chez nous, c'est quoi? C'est le couteau. Et dans donc, le rituel du Fa, il faut donc un niveau d'initiation pour aller jusqu'à Obé. Si tu es initié au Fa et que tu dois prendre Obé, ce n'est pas tout le monde. Vous voyez, ceux qui sont habillés de blanc là, c'est ceux qui ont déjà fait ce passage de grade. Et si tu n'arrives pas encore à là, tu ne dois pas les approcher. Et Obé là, le couteau là, ça sert à beaucoup de choses dans le rituel. Tout a commencé ce matin du dernier jour d'initiation par une procession de nouveaux gradés. La tradition leur impose en effet de passer devant chacune des cases de chaque famille dans tout le village. L'objectif est d'abord d'informer chacun des habitants de ce village, un peu comme on publie une nomination au journal officiel, pour prendre tout le monde à témoin de l'admission de la personne dans le grade signifié. Mais au-delà de l'information, ce rituel a bien d'autres valeurs. C'est les prières qu'on est en train de faire dans chaque maison pour que le village se développe. Même le Bénin aussi. Et tout le monde entier. Mais vous êtes en Agbada propre, mais les autres sont en blanc. C'est pourquoi la différence là? Très bien. Comme c'est aujourd'hui la finale, on commence comme ça. Et après tout à l'heure, vous allez voir que j'ai encore habillé en blanc.
C'est ceux qui étaient les responsables, c'est ceux-là qui vont encore me placer le boubou blanc là. Et vous dansez? Oui, je danse. Je suis très content. Le tour du village prendra des heures. Dans chaque maison ou famille, on se mêle à la fête comme on peut. Des sous par ici, des vivres par là-bas. Certains se proposent même des uniformes de circonstance pour soutenir les nouveaux initiés. Cela dépend en tout cas de la capacité de la famille ou du groupe social formé. D'ailleurs, une compétition tacite est parfois engagée entre les villageois à ce niveau. Pendant que se déroule la procession, la grande place publique commence à attirer du monde. Les gens s'installent par affinité. Des groupes composés se forment aussi. Et au milieu de cette solidarité, d'autres cercles plus restreints de solidarité et de soutien. Pour rendre la fête très belle et surtout soutenir ceux qui sont initiés, les populations par groupe apportent de quoi passer de bons moments sur la place publique. Des mets sont concoctés en se cotisant et on s'habille de sorte à se distinguer des autres. Pendant ce temps, la place publique se remplit au fur et à mesure que l'heure avance. Vers 16 h, la procession arrive enfin sur la place publique. C'est ici que vont se dérouler les dernières étapes du port de la soutane. Ici aussi, il faudra danser, mais en cercle pour un certain nombre de tours bien précis. Toutes les couches sociales du village sont présentes pour être témoins des faits et de la fête. Enfin, vient le moment tant attendu. Devant le public qui assiste à tout, les nouveaux initiés portent ce qui matérialise leur appartenance officielle au dernier siècle des plus gradés du monde des prêtres phares du village. Ça signifie qu'aujourd'hui, j'ai devenu le responsable, un vrai prêtre de phare, responsable. Et pourquoi c'est blanc? Pourquoi c'est pas rouge? Pourquoi c'est pas noir? Pourquoi c'est le blanc que vous avez choisi? Ça veut dire que toutes les mauvais de la vie là, rouge, noir, bleu, vert là, ça devient blanc.
tous nos problèmes nous a écartés déjà. Les problèmes nous a écartés. Il n'y a pas de difficulté. Initié, c'est que nous devons d'abord savoir réellement que dans notre vie là, si on veut le développement, il faut démarrer les cérémonies de phare. L'étape qui est dans le phare est un peu beaucoup. Premièrement, si quelqu'un a un problème et on lui a dit qu'il devait faire le phare, s'il n'a même pas la capacité, il peut aller choisir son responsable de phare, disons Oluwo. Et c'est Oluwo là qui va lui faire la première prière. Et ça va gérer, ça va diminuer ses problèmes jusqu'à un moment donné. Ça peut encore recontinuer. En ce temps, il repart chez le responsable de la famille, de sa famille de phare. Celui-là dit, bon, tu étais à quel niveau? Il dit, bon, il faut encore aller à cette étape. C'est comme ça, peu à peu. Et de là, il peut même prendre le phare même, lui-même, en main comme ça. Est-ce que vous voyez? Ça fait 2. Bon, si il a pris le phare, ça peut lui travailler jusqu'à un moment donné encore. Comme il n'a pas encore fini d'initier, on ne sait même pas. Ça peut arriver ou bien ça peut partir complètement s'il a la chance de ça. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, il va en 3e étape. 3e étape, c'est-à-dire il devait faire Odia. C'est comme la paille que les femmes prennent pour attacher le bébé au dos. Est-ce que vous voyez? C'est ça, Odia. Et après ça, maintenant? Après ça, là, il y a aussi Egbara. Il y a Egbara. Après Egbara, il y a Ishegi et Ibodo. Il fait Ishegi, en plus Ibodo. Et après, c'est Iwagbo. Et il est devenu premier responsable. Tout ce qui suivra par la suite reste festif. Les participants vont manger, boire et surtout danser jusqu'à tard dans la nuit ou au petit matin en attendant d'autres occasions de fête ou une nouvelle vague d'initiés. Avec Canal+, passez au haut niveau. Jusqu'à la fin du mois de mai, pour 2000 francs CFA en plus sur votre formule habituelle, profitez de la formule supérieure pendant 30 jours. Pour le faire, c'est simple. Pour les abonnés MTN Mobile Money, tapez étoile 890, puis 2, puis 5. Choisissez l'option 2, changer d'offre, suivez les instructions. Si d'habitude, vous vous réabonnez à Access 5000 francs CFA, choisissez Évasion pour l'avoir à 7000 francs CFA au lieu de 10 000 francs CFA. Si d'habitude, vous vous réabonnez à Évasion 10 000 francs CFA, choisissez Évasion Plus pour l'avoir à 12 000 francs CFA au lieu de 20 000 francs CFA. Si d'habitude, vous vous réabonnez à Évasion Plus 20 000 francs CFA, choisissez tout Canal Plus pour l'avoir à 22 000 francs CFA au lieu de 40 000 francs CFA.
Profitez de cette aubaine pour suivre les meilleurs programmes du moment. L'offre est également disponible en boutique Canal+. Pour plus d'infos, appelez le 70 55 ou écrivez-nous via notre page Facebook Canal+ Bénin. Serveur, donne-moi un hagbe. Yé mon nom de mon. Une hagbe, non, non. Une, ouais. Une hagbe, une. Hagbele. Hagbe, c'est hagbe. Ah, ton Dieu. La bière du terroir. Qualité Sobibra. Bienvenue à votre émission, ce qu'il fallait démontrer. Anissé Kalosoké, bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les signants, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui. Et on n'avait pas ça par le passé. Donc, on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui et qui ont quand même quelque chose à faire valoir. Quels sont les motifs qui doivent marquer vos pagnes pour la dot et pourquoi? On en parle aujourd'hui dans votre magazine Chic et Pratique qui reçoit pour vous une commerçante de pagne. Alors pour une dot réussie, on a l'habitude de dire que pas d'hibiscus, pas de mariage. Alors regardez, ça c'est le motif hibiscus qui symbolise l'harmonie dans le foyer, un mariage réussi et tout, voilà. Nous nous invitons dans vos cuisines aujourd'hui. Je suis à la cuisine et à une étape de la cuisson, je me rends compte qu'il y a beaucoup de sel dans le repas. Comment y remédier? On en parle avec notre invité du jour. Par exemple, à la fin, quand le riz a fini par exemple, de préparer, vous vous rendez compte que c'est salé. Vous coupez une pomme de terre en deux, mettre dans la sauce. Là, ça absorbe le sel dans. Comment réussir la salsa? C'est le thème de ce numéro de votre magazine Chic et Pratique. Il faudra constater qu'il y a les mouvements qui varient en fonction des hommes et des dames. Les hommes ici, nous allons les appeler les cavaliers et les dames les cavalières. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Une date, une histoire. Nous sommes le 132e jour de l'année et nous rendons hommage à Saint Achille. Le 12 mai 2023, le Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle a réuni à Cotonou des acteurs du numérique, des startups et des experts pour discuter de l'innovation et des nouveaux métiers liés à l'intelligence artificielle. L'événement a notamment marqué le lancement du chatbot gouvernemental GPT.bj, offrant des services numériques aux citoyens béninois.
La Journée internationale des infirmières, célébrée chaque 12 mai, rend hommage à Florence Nightingale, pionnière des soins infirmiers modernes. Instituée en 1965 par le Conseil international des infirmières, elle vise à reconnaître l'importance du rôle des infirmières dans le système de santé. Le 12 mai 1962 à Dakar, 7 pays d'Afrique de l'Ouest ont signé le traité créant l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA. Ce traité visait à renforcer la coopération monétaire entre États membres et à fonder une banque centrale commune, la BCEAO. Le 12 mai 2005, le Burkina Faso a adopté une loi protégeant les droits des personnes vivant avec le VIH-Sida, garantissant la confidentialité des informations médicales, l'accès aux soins et des sanctions en cas de transmission volontaire du virus. Cette législation marque un progrès dans la lutte contre le VIH, tout en soulevant des débats sur les sanctions et la divulgation du statut sérologique. Le 12 mai 2023, l'ONU a rapporté que, entre le 27 et le 31 mars 2022, environ 500 civils ont été exécutés par les forces armées maliennes et des combattants du groupe Wagner au Mali. Ces actes ont été qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. L'incident a entraîné des appels à la justice et à la responsabilité. Ainsi se termine notre rubrique pour aujourd'hui. À demain pour de nouvelles découvertes. Nous voici de retour donc sur ce plateau pour maintenant relancer avec le récapitulatif des informations relayées par la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est 7 derniers jours au Bénin, c'est le Bénin en 7 jours. Voici le point de Idriss Boukari. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Le poste de contrôle juxtaposé de Sémékraké a reçu le mercredi 7 mai 2025 la visite du président de la commission de la CEDEAO. En voiture depuis Abuja jusqu'à la frontière entre le Bénin et le Nigeria, le docteur Omar Alio Touré a pu s'enquérir des difficultés de la libre circulation des personnes et des biens prônées par l'organisation sous-régionale. Les échanges avec les agents des douanes du Bénin et du Nigeria lui ont permis sur place d'avoir une idée précise des difficultés qui entravent le bon fonctionnement de ce poste stratégique. Des solutions seront trouvées pour lever tous les obstacles, a-t-il déclaré. Tout en réaffirmant la disponibilité de la CEDEAO à accompagner le Bénin et le Nigeria pour l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens, le président de la Commission a invité les chefs d'État des deux pays à faire des efforts supplémentaires pour faciliter la mise en œuvre de cette disposition recommandée par le protocole de la CEDEAO. The positive thing is the single window that we have seen here, the collaboration between Benin and Nigeria, the solid partnership that exists. La deuxième édition du Forum africain pour la recherche et l'innovation a été ouverte le lundi 5 mai 2025 à Cotonou au programme du FARI 2025, concours de start-up, conférences des chefs d'État, panels et ateliers de formation, masterclass et expositions. Le FARI a donc fait de Cotonou la capitale de l'innovation africaine pendant 5 jours. Le top de ces activités a été donné par le ministre béninois de l'Intérieur et de la Sécurité publique, représentant pour la circonstance le chef de l'État Patrice Talon, devant un parterre impressionnant de personnalités.
Les travaux ont pris fin vendredi par une cérémonie marquée non seulement par des allocutions, mais aussi par la remise de prix aux startups qui ont développé les meilleures solutions technologiques, dont le but est de booster le développement de la région ouest africaine dans plusieurs secteurs de son économie. Les travaux que vous venez d'achever ont mis en lumière l'étendue des talents africains, la pertinence des initiatives portées par nos institutions et la vitalité des débats qui ont jalonné cette édition du FARI. Le porte-parole du gouvernement poursuit sa tournée d'échange avec les populations. La semaine dernière, Wilfried Léandre Humbedji était dans la commune de Grand Popo et de Comé dans le département du Mono. L'objectif est resté le même, présenter les réalisations du gouvernement du président Patrice Talon depuis 2016. Les secteurs de la santé, de l'éducation, de la culture, de l'agriculture et bien d'autres ont connu des réformes majeures pour le bonheur des populations selon les témoignages des uns et des autres. Le porte-parole du gouvernement vient donc boucler sa tournée d'échange avec la population de 10 des 12 communes de la région du sud-ouest du Bénin. Entre 2006 et 2016, quelqu'un a nommé 165 ministres. 165. Le port a eu 9 DG. La douane a eu 9 DG. On ne parle pas des autres sociétés. Quel est le bilan? L'actualité de la semaine dernière, c'est aussi l'atelier d'appropriation du nouveau code électoral béninois. L'activité organisée par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a réuni les conseillers ainsi que les cadres de l'institution. Ce nouveau code, selon le vice-président de la HAC, a introduit des réformes majeures dans l'organisation et la conduite du processus électoral. Il devient donc un devoir impérieux pour la HAC de s'y pencher notamment sur les innovations et les amendements majeurs apportés par le législateur. Pendant 3 jours, les participants ont eu droit à des communications pouvant les édifier et permettre une meilleure régulation de la communication pendant tout le processus électoral. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé le mardi 6 mai 2025 à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou au lancement du concours de recrutement des internes des hôpitaux. Il s'agit d'un concours organisé par le gouvernement au profit du secteur de la santé, toujours dans le but de renforcer le personnel soignant. Au terme d'un processus d'examen, de sélection des dossiers à la fonction publique et de publication de la liste, une trentaine de candidats ont composé pour les épreuves écrites qui ont pris fin vendredi dernier. Pour l'occasion, Éléonore Yahi Ladeka était accompagnée du secrétaire général du ministère de la Santé et du directeur de cabinet du ministre du Travail et de la Fonction publique, tous deux représentant leur ministre empêché. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. On fait face au miroir pour décrypter l'actualité liée aux faits de société. Un gros sujet à la une de nos échanges ce matin. Quel regard portez-vous sur la dot aujourd'hui? La dot en soi, normalement, c'est le mariage. S'il ne fait pas officiellement la grande dot, la femme ne bouge pas. C'est ça. Et le gars dit que, bon, si c'est ça, il faut choisir entre ta famille et moi. Il y a des hommes qui, après mariage, ils abandonnent tout, ils n'ont rien fait encore. C'est ça. Il y a beaucoup de couples qui sont là. Annuellement, ils n'offrent pas aucun plaisir à sa femme. Tu es un homme, tu n'arrives pas encore à satisfaire correctement ton épouse à la maison. Elle sait, elle se dit, bon, j'ai déjà des enfants ici, je me contente de ça. Et c'est en plus de ça, c'est ça qui sort pour aller prendre encore une autre femme dehors. Téléspectateurs, bonjour. Oui, bonjour le plateau.
Alors, je dirais que la date aujourd'hui, c'est vu comme autre chose. Ce n'est plus symbolique. Oui, je suis votre émission depuis Baricon. On vous est d'accord. Je vois que c'est très intéressant et j'ai voulu donner mon point de vue par rapport Allons-y, ça nous fait plaisir aussi. Voici donc pour renouer avec l'ordre normal de l'actu matin, avec notamment le commentaire ce matin de Franck Aounou. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. La semaine écoulée, la police républicaine a mené 2 opérations qui ont permis de mettre la main sur une importante quantité de médicaments contrefaits, ce qui m'amène ce matin à vous poser cette question. Qu'est-ce qui peut expliquer cette nouvelle traque contre les acteurs de commerce de faux médicaments? C'est d'abord et avant tout, Tanguy, pour faire respecter la loi, notamment la loi numéro 2021-03 du 1er février 2021 portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin. Et donc, nous sommes dans un état de droit et il y a des activités qui sont interdites. Il faut respecter la loi. C'est aussi une réponse nécessaire face à une menace sérieuse pour la santé publique avec à la clé une prise de conscience accrue par les autorités béninoises de la gravité du problème des médicaments contrefaits et de leurs conséquences désastreuses sur la santé des populations. Ensuite, une volonté affichée d'assurer à travers la police républicaine la protection des personnes et de leurs biens. La relance, cette fois-ci, démontre clairement la reconnaissance de l'ampleur du trafic. C'est la preuve que le trafic et la vente de médicaments contrefaits, communément appelés faux médicaments, ont atteint un niveau préoccupant nécessitant une intervention policière significative, comme on l'a observé à Odé et puis au quartier Jéricho la semaine écoulée, avec l'action d'envergure menée par la police républicaine. Mais au-delà de tout, c'est un signal fort envoyé aux trafiquants pour les dissuader tous ceux qui nourrissent les velléités de faire entrer et de commercialiser ces produits interdits par la loi en République du Bénin. La police républicaine exploite à bon escient ces renseignements et démantèle des réseaux organisés impliqués dans la production, l'importation, la distribution et la vente de ces produits illicites. Les effets de cette lutte ravivée par la police vont au-delà de la simple répression. Il y a un gros effort pour renforcer la confiance dans le système de santé avec un engagement gouvernemental à la lutte contre la criminalité transnationale organisée dont fait partie le trafic des médicaments. En agissant ainsi, les autorités béninoises assurent par ricochet la protection des entreprises pharmaceutiques légitimes et contribuent à un environnement économique plus sain. Tanguy Agoy. Alors, quelles sont les chances de réussite de cette lutte donc? Allez, pour que la lutte prospère, il faut interroger certains aspects de ce combat de longue haleine, je précise, à savoir la durabilité de l'action, les moyens mis en place, notamment les ressources humaines, financières et logistiques allouées à la police républicaine et aux autres acteurs impliqués, et surtout s'assurer de leur volonté et de leur engagement à éradiquer ce trafic. Tous les agents de la police, des douanes béninoises et autres acteurs impliqués dans cette lutte partagent-ils la même vision? N'y a-t-il pas des acteurs perméables à la tentation de l'argent et qui pâtissent par ailleurs avec les trafiquants? Autant de questions que l'on peut se poser à l'heure du bilan de la lutte contre les médicaments contrefaits. Il y a aussi des défis persistants qu'il faut relever. En premier lieu, la pauvreté, l'accessibilité financière des populations qui rendent une partie donc des citoyens vulnérables à l'achat de médicaments moins chers sur le marché informel malgré tous les risques dont ils sont informés. Il y a des médicaments assez chers dans les rayons des officines pharmaceutiques. Du coup, les citoyens font le choix à leur corps défendant des faux médicaments. Il faut ensuite cerner le marché informel étendu qui échappe au contrôle des autorités compétentes et servent de voie d'écoulement pour les produits contrefaits. Il faut maîtriser nos frontières qui sont assez poreuses, travailler à réduire la corruption qui peut être une grosse entrave aux efforts de lutte en protégeant les personnes impliquées dans le trafic. L'autre défi très important, c'est la nécessité d'une synergie d'action renforcée entre les différents acteurs, autorités sanitaires et forces de l'ordre et les autorités judiciaires. Le Bénin
est donc une trajectoire positive dans la lutte contre les médicaments contrefaits, l'engagement politique, les actions concrètes, le renforcement des capacités des acteurs sont des atouts majeurs. Cependant, pour que cette lutte prospère pleinement et aboutisse à l'éradication du fléau, il est crucial de continuer à renforcer les efforts, de s'attaquer aux défis persistants et de maintenir une coopération étroite au niveau national, régional et international. Les chances de succès sont donc réelles, mais nécessitent une vigilance et des actions continues. Il faut, pour faire court, une solution holistique à ce problème aux ramifications énormes. Merci beaucoup à vous, Franck. Mesdames et messieurs, voici nos débats. Eric, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour, Eric, la lutte contre les faux médicaments relancée. Oui, absolument. Et ça montre que le gouvernement ne relâche pas du tout dans la répression. Ce qu'il faut surtout noter de ce qu'on a observé, par exemple, ces dernières semaines comme arrestation, c'est surtout ce trafic qui a lieu dans les zones frontalières avec le Nigeria surtout. Et ça montre que le trafic, n'est-ce pas, à ce niveau n'a pas baissé pour autant. Mais c'est bien de savoir que le cordon douanier, les commissariats, les services de sécurité sont en état d'alerte, n'est-ce pas, pour toujours mettre la main sur ces trafiquants qui profitent encore de quelques failles pour faire circuler, n'est-ce pas, de faux médicaments sur notre territoire. Et au-delà de cette répression par laquelle on arrive justement à mettre la main sur ces produits, il faut le dire suffisamment. C'est aussi notre santé qui est en danger. On parle de faux médicaments dont on n'a aucune connaissance de sa provenance, de sa fabrication, de sa qualité justement. Et cela est source d'ennui pour pas mal de nos concitoyens qui pensent qu'en déboursant de moyens financiers pas trop exorbitants, on pense pouvoir véritablement se soigner, mais en réalité, on aggrave sa situation, mais en réalité, on augmente, n'est-ce pas, les risques des problèmes de santé. Donc, on encourage la répression de sorte que cette lutte soit implacable à tous les niveaux, n'est-ce pas, sur notre territoire national, de sorte qu'il n'y ait encore aucune poche de trafic de faux médicaments. Et je pense aussi que nous sommes aussi loin de cette réalité qu'on vivait il y a 7 ans. Ce matin encore, j'ai revisité cette rencontre du chef de l'État avec les grossistes dans le secteur des achats de médicaments. Vous savez, à cette époque, la mafia s'était même impliquée au sommet de l'État avec des acteurs qui sont censés lutter contre ce phénomène, mais qui s'étaient retrouvés au cœur, n'est-ce pas, de cette mafia. Ce compte rendu qui est encore disponible sur YouTube, où on ne pouvait même pas tracer un produit qu'on dit avoir acheté dans un laboratoire pour plus de 10 millions de personnes dans un pays sérieux. Je pense que nous sommes aujourd'hui loin de cette réalité à l'état du pays. Je pense que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est plutôt un trafic entre un État voisin et puis le Bénin. Ulrich. Là, nous parlons de santé et plus précisément de santé publique. Et vous le savez, quand on parle de médicaments, déjà, les médicaments sont toujours sous contrôle de dosage. Et quand on dit qu'il y a un médicament qui a été vendu ou qui a été fabriqué, c'est parce qu'on a tenu compte de certains ingrédients, de certaines substances actives. Et ça a été fait selon un dosage prescrit, un dosage bien précis pour avoir le résultat escompté. Les médicaments contrefaits, dans la plupart des cas, ce sont des médicaments qui, parfois, n'ont pas tous les ingrédients qu'il faut ou des ingrédients des ingrédients supplémentaires qui peut-être sont nuisibles pour la santé. Et le plus grave, c'est que le dosage n'est souvent pas respecté. Et ce sont des médicaments qui, parfois, dans la plupart des cas, ne subissent pas le contrôle qu'il faut pour être livrés sur le marché conventionnel. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une population qui n'a pas la culture de la pharmacie. Pendant longtemps, nous avons connu le phénomène Adjégonlé, où, quand on a mal,
on court vers ce qu'on appelle les médicaments de rue. Et pendant longtemps, c'est resté ancré dans notre culture. L'autre chose aussi, c'est qu'il arrive des moments où des gens ont des difficultés, mais la répartition, le maillage du territoire national en termes de pharmacie, parfois, laisse à désirer, puisque parfois ces pharmacies, même qui sont dans la localité, ne sont peut-être pas de garde. Le monsieur ou la madame a un souci de santé à 0h ou à 1h du matin, et il a envie d'aller prendre des médicaments. La pharmacie la plus proche n'est peut-être pas de garde. Imaginez un peu qu'elle n'a même pas l'argent pour prendre des médicaments et autres, tout ça. Je pense que ce sont des aspects, parce que quand je parle de faux médicaments, prenons la situation de façon holistique. Il faut voir tous les paramètres mis en cause. Une chose est claire, les tests sont clairs en République du Bénin. Les faux médicaments sont prohibés et ne doivent pas circuler. Malheureusement, il arrive toujours qu'il y a des circuits, des voies déloyaux du moins, que les gens utilisent pour pouvoir faire circuler ces médicaments. Ces médicaments circulent comment? On ne peut pas dire que ce sont des médicaments que personne ne voit. C'est parce que justement, il y a une complicité tacite de la population et du coup, parce que quand les médicaments vont quelque part, c'est quelqu'un qui vend ces médicaments, c'est quelqu'un qui a fait rentrer ces médicaments, c'est encore quelqu'un qui va acheter ces médicaments. Et ils se connaissent, c'est un marché noir. Et les marchés noirs, ça existe dans presque tous les pays. Donc, aujourd'hui, si véritablement on veut lutter contre ces faux médicaments, il faut véritablement associer la population. C'est vrai que la police va faire son travail, mais la police n'est pas magicienne. Elle ne peut pas rester à la base et systématiquement identifier un coin ou un marché noir des faux médicaments. Il faut des sources de renseignement, il faut des informations. C'est pour cela que je dis que quand on veut lutter contre les faux médicaments en République du Bénin, il faut nécessairement et véritablement impliquer les populations et surtout les autorités locales. Parce que quand vous avez un chef quartier dans une zone et que le chef de quartier maîtrise bien les jeunes du quartier, parce que dans la plupart des cas, le bon chef de quartier maîtrise les jeunes du quartier, il suit tout de près et parfois même des informations que vous n'avez pas, lui l'a déjà depuis. Et il sait même qu'il y a un phénomène dans le quartier, il sait qu'il y a le petit racoleur du quartier, le petit voleur du quartier, ainsi de suite. Donc il a pratiquement les informations sur presque tous les éléments du quartier. C'est vrai qu'il n'est pas l'omniscient, mais il a une bonne dose d'informations. Je connais un chef de quartier par exemple, il a des jeunes qui sont toujours là dans l'ombre, dans un quartier. Mais quand vous circulez la nuit, des jeunes vous interpellent, vous disent vous allez où? Vous donnez le nom de la personne ou vous identifiez un peu la personne. Ils peuvent vous accompagner à des heures indues, bien évidemment, jusqu'au portail de la personne. Et ceux-là sont, par exemple, des commis du chef de quartier. Ce qui veut dire que les autorités, les élus locaux ont un rôle important à jouer. L'autre chose encore, je dis, il faut encore plus sensibiliser. Parce qu'au-delà de tout ce que nous faisons, c'est la santé. Allez voir dans les centres de santé le nombre de patients qui souffrent d'insuffisance rénale. Allez voir un peu ce qu'ils subissent comme douleur, comme désagrément moral, émotionnel et physique. C'est assez sensible. Je pense que quand on veut faire de la sensibilisation, il faut toucher et sensibiliser, heurter si possible, choquer les sentiments. Tout simplement parce que quand vous me dites, je prends un exemple très simple, je sors du cadre sanitaire et je dis, si on me dit par exemple, non, mettez votre casque parce que c'est la loi qui le dit, ça ne dira rien à personne. Mais quand dans la sensibilisation, on va constater que oui, il y a quelqu'un qui est tombé sur le bitume et qui a heurté le crâne au bitume et il en est mort, ça touche, ça fait froid au dos. Je pense que il faut, dans la sensibilisation, commencer par utiliser les images qu'il faut, même si ça choque. Il le faut pas. Non, parfois il le faut. Parfois il le faut, parfois il le faut. C'est vrai que dans l'audiovisuel, il y a des choses qu'on ne peut pas montrer, mais il y a aussi des choses qui choquent, mais qu'on peut montrer. Donc, il faut faire en sorte que le message soit poignant et qu'on cible véritablement celui à qui le message est destiné. Parce que faire une sensibilisation, c'est un travail. Et nous devons faire en sorte de bien le faire, de sorte à ce que cette lutte soit la lutte de tout le monde. La police fait son travail, mais est-ce que les populations jouent leur rôle? C'est la question qu'on doit se poser tous. Franck? C'est pourquoi je souriais quand Ulrich parlait, quand il dit le chef quartier. Et si c'était le chef quartier lui-même qui était le patron du trafic dans le quartier? Ah ben oui. La femme du chef quartier expose le soir et on dit qu'on vend de la tisane à côté.
et c'est elle qui propose les médicaments qu'il faut prendre aux hommes, aux jeunes qui ont besoin de renforcer un peu leur virilité, qui ont besoin d'avoir un peu d'énergie avant d'aller se déchaîner sur les jeunes filles dans le quartier. C'est pour dire que nous avons, par exemple, de grands cylindrés dans le monde politique qui sont impliqués dans cette affaire-là et qui, lors, par exemple, des joutes électorales, dépensent très bien et sont adulés par même des candidats qui vont aux élections. Il y a également que nous sommes à côté du Nigeria, du grand voisin, qui fabrique, qui a des localités, qui a des endroits qui fabriquent ces médicaments-là et qui ont besoin de marché d'écoulement. Et le Bénin est en point de mire. Lorsqu'on quitte le Nigeria, on vient au Bénin, c'est une porte d'entrée avec la frontière poreuse. On dit qu'il y a plusieurs milliers de kilomètres que nous ne maîtrisons pas, qu'on ne peut pas contrôler. Donc, les gens passent par des chemins détournés pour entrer sur le territoire avec les médicaments. Dans un contexte comme ça, la lutte, elle est véritablement compliquée. Mais moi, j'ai noté que parfois, on relâche un tout petit peu. Si on n'avait pas relâché, on ne serait pas en train de parler d'une relance aujourd'hui. Il a fallu que la police mène ces 2 opérations la semaine écoulée et qu'on mette la main d'abord sur une dame qui entrait par une des frontières, de nos frontières avec le Nigeria, et un réseau qui était déjà bien en place sur le territoire de la commune de Cotonou, en plein cœur de Cotonou, au quartier Jéricho. Et dans les informations relayées par la police, il paraît qu'il y a beaucoup de trafiquants qui viennent s'approvisionner là. Ça veut dire que c'était un bastion qui sont allés démanteler. Vous voyez que le mal, il est très profond et c'est déjà heureux que les autorités puissent en prendre conscience et mener ces actions d'envergure. Mais au-delà de tout, nous sommes dans un pays où les gens peinent à manger les 3 repas par jour, le matin, à midi et le soir, et donc qui ont du mal à même ouvrir, à toquer aux portes des pharmacies, parce qu'il y a des produits, lorsqu'on vous les prescrit, vous allez, vous demandez, mais dans quel monde je suis? On vous donne le prix, vous dites, je reviens, et vous ne revenez plus jamais. Vous faites recours à Djegoulet, aux médicaments, aux bonnes dames qui sont au bord de la voie. Et aujourd'hui, elles ont changé de stratégie. Vous les voyez, elles exposent peut-être du cul-dent et tout. Et quand vous venez, le code est connu, vous leur donnez le code et puis on vous sert, vous partez. Ça veut dire que les faux médicaments, les médicaments contrefaits entrent régulièrement et toujours sur le territoire national. C'est un réel problème. Et la fin de mon commentaire, je l'ai dit, il faut une solution holistique. Il faut vraiment considérer, je ne sais pas comment ça va se faire, s'il faut subventionner les produits dans les pharmacies, même le simple comprimé de paracétamol aujourd'hui, il te faut au moins 100 francs pour l'avoir. Là-bas, vous avez le paracétamol et on vous donne encore d'autres petits comprimés pour vous soigner. Je n'encourage pas, mais la réalité, elle est là. Les gens n'ont pas véritablement les moyens. Le pouvoir d'achat du Béninois ne lui permet pas d'aller s'offrir tous les produits qu'on lui prescrit. Vous allez faire la consultation peut-être à 3 000 ou à 5 000, mais on vous prescrit un produit qui coûte 22 500 francs. Vous voyez, le gap, il est trop. Vous êtes à la recherche de la santé, mais vous n'avez pas les moyens de vous offrir cette santé-là. Donc, il va falloir agir sur plusieurs leviers, renforcer le pouvoir d'achat des populations, continuer la lutte et surtout mettre les acteurs qui sont impliqués dans la lutte à l'abri. Je ne sais pas s'il faut leur décerner des primes particulières pour cette traque-là, pour les empêcher d'être séduits par les offres que leur font les trafiquants qui sont régulièrement à leur contact pour leur dire attention, je vais faire passer un produit, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais dans ce sens, heureusement que au niveau de la police et même des autres acteurs, je veux parler de la douane et dans une moindre mesure, les forces de défense et de sécurité font le travail. À l'interne, nous sommes résilients, nous ne voulons pas accompagner cette lutte-là et c'est ce qui rend complexe véritablement cette traque des trafiquants qui sont dans le faux médicament. Je pense que c'est une lutte de longue haleine, mais si nous agissons sur les autres leviers, les défis à relever, si nous les prenons en compte, je pense qu'on aura des résultats. Oui, il faut surtout de l'association des populations travailler à ce que le secteur soit
mettons quoi, plus organisé et plus ouvert. Aujourd'hui, le riche, c'est la croix et la bannière. Quand un jeune pharmacien veut ouvrir une pharmacie quelque part, c'est tout un processus qui rend très très difficile, je dois dire, le projet. Oui, effectivement, tout à l'heure je l'ai dit, qu'il y a un problème de maillage du territoire national. Le maillage devrait permettre normalement aux populations d'être beaucoup plus proches des différentes pharmacies. Et l'autre chose aussi, que ces pharmacies qui sont proches soient souvent opérationnelles. Vous savez, la maladie ne prévient jamais. Le désagrément ne prévient jamais. Ça peut venir à n'importe quel moment. Je suppose que c'est la seule pharmacie qui est dans une encablure un peu reculée et que dans cette période-là, un usager, un membre de la population se lève et puis il a des soucis de santé. S'il n'arrive pas à avoir accès à cette pharmacie, alors qu'est-ce qu'il fait? Vous lui offrez quelle opportunité? Quelle alternative lui offrez-vous? C'est pas encouragé d'aller vers les faux médicaments, mais je pense que ça, il y a déjà un problème à ce niveau. L'autre chose, comme l'a dit Tanguy, effectivement, aujourd'hui, au niveau des jeunes, il y a des graissements de dents, de jeunes pharmaciens qui veulent aussi avoir leurs officines, mais qui se heurtent à un mur. C'est pas exactement ce qui se passe là-bas. C'est vrai que beaucoup de graissements de dents nous parviennent. Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est ce que nous avons appris, que ce serait un secteur très fermé. Je dirais plutôt une manne conservée par certaines personnes qui estiment que le jeune ne peut pas vite entrer dedans. Comment ça se passe? Véritablement, on n'a pas toutes les informations, mais une chose est claire, on sent que l'insertion des jeunes pharmaciens est difficile. Si nous avons déjà ce problème au niveau des officines de pharmacie, que les pharmacies ne sont pas toujours ouvertes au moment où il faut, parce que, je l'ai dit, la maladie ne prévient pas, le désagrément sanitaire ne prévient jamais, et que déjà, on n'a pas le bon maillage, on n'a pas toujours la pharmacie ouverte. Alors, quelle alternative vous offrez aux populations? Je pense que ce sont des aspects qu'il faut prendre en compte pour pouvoir véritablement réussir cette lutte-là. Parce que quand vous êtes dans une localité où vous n'avez pratiquement pas d'autres opportunités et que la seule opportunité qui se présente à vous est la mauvaise, mais souffrez que l'humain sera tenté d'aller vers cette mauvaise opportunité, le temps de régler cette situation, même si cette situation va lui créer d'autres désagréments sanitaires après. Donc, je pense que le problème est à prendre à bras le corps et dans tous les sens. Eric? Non, je pense qu'il y a toujours un besoin de veiller à ce que le secteur soit toujours crédible. Mais je pense que nous avons fait un bond qualitatif par rapport à l'image que ce secteur présentait il y a quelques années en arrière. Parce qu'un secteur ouvert aussi, on a vu ce que ça a donné par le passé. L'État ne contrôlait absolument rien. Et le contrôle et le suivi des produits qui entraient sur le territoire, n'est-ce pas, ne bénéficiaient d'aucune attention. Et pourtant, c'est quand même des acteurs du secteur, n'est-ce pas, qui géraient le secteur. Où on était incapable, n'est-ce pas, de tracer véritablement un produit. On a vu des déclarations du genre, ça vient de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe, on a mis des enquêtes, ça n'a jamais été le cas. Je pense qu'aujourd'hui, les règles sont connues. Il y a même cet arrêté assez récent, en date du 16 décembre 2024, du ministre de la Santé, qui parle d'une nouvelle carte pharmaceutique où aucune autorisation d'ouverture ou d'exploitation de pharmacie ne sera accordée si l'emplacement n'est pas prévu sur la carte pharmaceutique. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est l'État, c'est le ministère de la Santé, n'est-ce pas, qui organise la carte pharmaceutique avec des points géographiques donnés. Et c'est à vous maintenant de vous positionner sur ces points en fonction de la zone où vous comptez véritablement faire votre exploitation. Mais après, nous parlons d'un produit essentiel qui touche la santé. On ne peut pas non plus, parce qu'on a envie de faire de ce secteur un secteur ouvert, n'est-ce pas, et confier les licences ou bien les documents d'exploitation à tout le monde, parce que, oui, on a beau être jeune, on a beau être... on a beau, comme on dit, avoir un financement, n'est-ce pas, et que cela devrait suffire pour avoir une pharmacie. L'État doit veiller à ce que les critères soient véritablement respectés de façon très stricte pour que les structures mises en place par l'État, qui doivent veiller aux côtés des autres acteurs du privé qui ont la possibilité justement de mener ce business, puissent être connus et identifiés. Franck. Oui,
Je pense qu'il y a une hypocrisie collective que nous entretenons parce que les informations, nous ne les donnons pas sérieusement aux forces de l'ordre. Dans une cour, l'autre peut dire, lorsque vous sentez, disons, des céphalées, on vous donne un médicament rapidement, on dit, je l'ai pris à côté, je l'ai pris dans le quartier, chez la voisine, je l'ai pris au coin de la rue. Et si vous demandez une ou deux fois, alors il faut que vous-même vous ayez votre petite boîte à pharmacie, on va s'approvisionner. Donc tout le monde sait là où ça se vend dans le quartier, mais personne ne veut dénoncer. Je pense que c'est la police mise sur d'autres stratégies de renseignement pour parvenir à démanteler ces réseaux que nous observons. Mais il faut, par le passé par exemple, on a entendu des gens se confier à nous pour dire c'est vrai que c'est des informations qui sont difficiles à vérifier. On dit non, même en pharmacie, il y en a qui viennent s'approvisionner au marché, qui vont déposer dans les rayons des pharmacies et tout. Je le précise, c'est difficile à confirmer, à vérifier. Mais lorsque dans un pays, on commence par douter de ces choses, ça veut dire que le secteur n'était pas véritablement organisé, qu'il n'y avait pas une certaine rigueur et que les responsables devront à leur tour, les responsables en charge des pharmacies au Bénin devront à leur tour faire un travail pour rassurer davantage les populations. À côté de ça aussi, il y en a qui ont les moyens mais qui ne veulent pas investir pour aller se faire soigner. Les gens préfèrent rester à la maison. C'est une culture qui date de longtemps. On préfère rester à la maison et c'est lorsque la maladie vous tenaille trop, vous êtes sur le point de mourir quand vous réfère à un centre de santé. C'est compliqué parce que lorsque vous allez très vite dans un centre de santé, vous expliquez votre problème sanitaire, on peut vous prescrire un produit qui coûte très moins cher pour en finir avec. Mais lorsque le cas devient compliqué, le médecin à son corps défendant va prescrire tout ce qu'il prescrit. Vous allez voir, ils écrivent 2-3 mots, ils tirent, il revient, il écrit et il retourne la page et votre cœur commence pas battre. Du coup, vous pensez à la dame du quartier, vous dites donc, tout ce qui est là, bon, je peux prendre ce qui coûte 1900 francs CFA, je peux prendre l'autre et vous faites le point, ça fait 5000, le reste, on va voir ça au quartier. Donc, c'est parfois dû à notre comportement nous-mêmes. Il y a des réflexes qu'il faut développer. Chaque matin, vous sentez des maux de tête. Le soir, quand vous dormez, vous n'avez pas un bon sommeil. Allez à l'hôpital pour demander conseil à un médecin. Mais quand on ne le fait pas, on accumule des maladies qui créent d'autres pathologies et finalement on se rend à l'hôpital. On veut maintenant que le docteur soit regardant sur le prix des produits qu'il prescrit alors que vous voulez la guérison totale et complète. C'est compliqué, vous ne donnez pas d'autre choix au médecin que de prescrire des médicaments qui coûtent cher. Donc c'est nous-mêmes qui devons agir sur nos comportements, notre manière de faire pour faciliter la tâche aux médecins. Mais cette lutte-là, je pense que elle ne doit pas être la seule cause de la police républicaine. C'est une cause commune. Nous devons véritablement faire en sorte que ces médicaments-là n'entrent pas sur le territoire. Et ceux qui sont déjà sur le territoire, nous devons faire en sorte qu'ils ne soient pas utilisés, détruits, saisis ou encore empêchés, découragés avec la dernière rigueur. Ceux qui s'y adonnent, c'est très important. La question de oui. Vous savez, ce qui est encore plus marrant dans cette histoire, c'est que vous allez remarquer qu'il arrive d'un moment où le monsieur a un souci de santé, et il vous dit clairement, j'ai pris tel médicament en pharmacie, mais ça n'a pas été aussi efficace que le médicament que j'ai pris en rue. On l'entend un peu partout. Donc ce que je dis, c'est que chacun de nous l'a entendu au moins une fois. Donc déjà, ça pose un problème véritablement au niveau de la population. Si déjà on estime que le produit que je m'en vais prendre à la pharmacie n'est pas aussi efficace que le produit que je prends au bord de la rue et dont je ne connais pas la teneur, la consistance, encore moins les ingrédients mis en branle pour pouvoir m'offrir le produit, je pense que c'est un problème de conscience déjà à ce niveau. Parce que là-bas, autre chose, vous savez, de plus en plus, pourquoi est-ce que les gens se posent certaines questions? Nous avons des frères qui viennent de l'extérieur, qui nous amènent parfois certains produits et tout ça. Vous prenez ces produits et vous comparez parfois aux produits que vous avez pris ici en pharmacie et vous vous posez la question de savoir, est-ce que ce sont les mêmes produits? Cela pose encore un problème de normes. C'est-à-dire, les gens se posent beaucoup de questions. Et il est temps aujourd'hui que véritablement qu'on arrive à éclairer l'opinion publique sur certains aspects de la pharmacie.
Pourquoi? Première chose, quels sont les produits génériques qui sont en instance? Comment les populations peuvent les avoir? C'est vrai, j'ai vu quelques publicités, mais est-ce que vous en voyez encore actuellement? Vous n'en voyez plus actuellement. Ça passe de façon sporadique. Le temps, parce que quand on commence une lutte, on commence à utiliser cette publicité. Mais après ça, ça disparaît. Et l'autre phénomène qui a la peau dure revient encore, refait surface. Autre chose, vous avez un petit souci, Franck l'a dit tout à l'heure, dans une cour commune peut-être, vous avez un petit souci de santé et quelqu'un vous dit, ben écoutez, bon, prends ceci, bois, vous prenez, c'est efficace. Le lendemain, c'est celui qui a consommé qui vient qui dit, bon, ton produit que tu m'avais donné là, où est-ce que tu l'as pris? Et ainsi de suite. Donc, mais c'est comme ça se passe. Et donc, ça veut dire que le problème doit être pris dans toute sa globalité. Si on dit simplement, nous allons prendre les gros lots quelque part, traduire les auteurs devant la justice, prendre des produits, les décimer, ainsi de suite. Mais il y a beaucoup d'entrées. Et quelqu'un l'a dit ici sur le plateau, nos frontières sont poreuses. Nous devons avoir le courage de le dire. Et quand ces produits rentrent, ça passe sous le nez, la barbe de certaines personnes. Et ce sont des gens, ce sont des humains, des Béninois comme nous, ou des citoyens comme nous qui les achètent, qui voyons ces produits, nous les voyons. Donc, ce qui veut dire que c'est une complicité tacite, c'est une complicité collective. Donc, il y a le problème de qualité. Et l'autre problème, c'est aussi, je reviens encore sur le maillage du territoire national. C'est vrai que tout à l'heure, Eric a dit qu'il y a véritablement un plan qui a été défini. Même dans le plan-là, les jeunes pharmaciens, ceux-là, diplômés, qui sont formés pour la chose et qui ont la possibilité de postuler, on constate qu'il y a une sorte de verrou qui est mis dessus. Et les jeunes pharmaciens l'ont dit, beaucoup en parlent. Donc je pense qu'il faut véritablement ouvrir le secteur, pas ouvrir à ceux qui ne le méritent pas, certes, mais faire en sorte que le citoyen soit capable d'aller vers la pharmacie. Parce que nous n'avions pas cette culture. Il faut qu'on reconnaisse ceci. Nous n'avions pas la culture des pharmacies. Nous n'avons pas la culture des hôpitaux. Le Béninois, quand il n'est pas encore complètement alité, ne peut même plus se lever, il ne va pas à l'hôpital. Combien de Béninois vont faire des check-up? Combien de Béninois vont dire, docteur, j'ai mal à la tête? Quand on a mal à la tête, qu'est-ce qui se passe? Soit on fait de l'automédication, on va à la pharmacie, quand on se dit, on a un peu les moyens, on dit, ah, pharmacie, j'ai tel truc, on dit, bon, prenez tel produit, ou on va de l'autre côté, à Djegoulé-Bis, maintenant à Djegoulé, marché noir, et on va prendre ces produits. C'est ça, le véritable tableau, c'est ça. On n'a pas la culture de l'hôpital, on n'a pas la culture de la pharmacie. Pendant longtemps, nous avons été abreuvés et nourris à Adjegoulé. Et aujourd'hui, c'est resté. Donc, il faut du temps pour que ça se passe. Mais pour que ça marche, il faut aussi que ce soit pris de façon holistique. Faire en sorte que le Béninois qui a 100 francs, qui a mal à la tête, qui puisse avoir son médicament, un médicament de qualité. Faisons ça. Commençons par ça et on aura le résultat. Eric, on va finir. Je pense que la lutte doit être de mise. Vous savez, dans une récente enquête qu'on a menée dans la zone de Lumé et du plateau, au niveau du cordon douanier, on s'est rendu compte que les saisies de faux médicaments battaient véritablement le record. C'était, vous rentrez dans un poste douanier, vous visitez un peu le magasin, vous avez des faux médicaments partout. Ça veut dire que au moins nous savons qu'il y a une zone où le trafic est véritablement dense, où il faut davantage renforcer nos services de sécurité pour que la lutte soit encore plus efficace. Après, je pense que comme dans tout pays, nous avons des trafics dans pas mal de secteurs. Et c'est la force de l'État d'organiser, n'est-ce pas, à côté de ces trafics, un secteur fonctionnel permanent, adéquat, qui va aussi véritablement lutter, réduire l'étendue de ces trafics. Et je pense que dans le secteur de la pharmacie, aujourd'hui, les pharmacies ont retrouvé quand même une certaine crédibilité. Par le passé, on ne pouvait pas faire une différence entre un produit acheté au coin d'une rue et un produit dans une pharmacie. Mais parce qu'aujourd'hui, le circuit d'approvisionnement, en tout cas, ne serait-ce que le circuit d'approvisionnement est tellement vérifié qu'aujourd'hui, on peut s'empêcher, n'est-ce pas, d'avoir des doutes sur des produits qui sont vendus à la pharmacie. Encore que quand vous allez dans une pharmacie, vous y allez avec une ordonnance prescrite par un médecin après vous avoir examiné. Quand il nous arrive d'aller dans une pharmacie sans ordonnance,
ordonnance, c'est parce que nous-mêmes, on a une idée du médicament que nous voulons prendre, n'est-ce pas, et que nous disons. Et ce n'est pas parce que vous avez fait aussi une formation en pharmacie que vous êtes obligé aussi de disposer d'une pharmacie. Oui, vous pouvez travailler dans une pharmacie avec ce titre de pharmacien. D'ailleurs, les tests l'ont exigé que dans une pharmacie, on doit pouvoir trouver un pharmacien de formation, justement. Ça fait partie des critères. Donc, je pense que sur plusieurs leviers, on doit pouvoir y travailler et demander à nos populations que le risque que vous prenez en allant acheter un produit dans une rue, dans un kiosque qui n'est pas du tout assermenté, sur le coup, vous n'allez pas le remarquer. Vous vous dites que je débourse peut-être pas trop d'argent pour avoir ce produit, mais c'est l'implication que cela a sur votre état de santé. Et vous serez obligé, une fois que vous vous retrouvez en situation de personnes malades, à dépenser 2 fois, 3 fois, 4 fois, n'est-ce pas, que le prix que vous avez déboursé pour acheter ce produit. Les bons réflexes, c'est ça. Allons prendre le produit dans des endroits que nous connaissons, qui sont les pharmacies. Rendons-nous auprès de nos médecins qui nous donnent des ordonnances pour que nous puissions nous occuper de notre état de santé. Allez, chers amis, merci beaucoup pour le moment de débat. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, suivez juste après moi la revue de presse. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bénin Intelligent informe que dans un contexte régional tendu, l'Union européenne renforce son appui au Bénin. À l'occasion de la journée de l'Europe célébrée le vendredi 9 mai à la résidence de l'ambassadeur, diplomates et autorités béninoises ont salué une coopération active marquée par des actions concrètes en matière de sécurité, de jeunesse et de démocratie. Dans son allocution, Stéphane Monte a fait savoir que cette journée a une portée symbolique forte. Ce moment revêt un caractère tout particulier pour moi, puisqu'il s'agit de ma première fête en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne au Bénin. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Marc Afoukou, a de son côté salué l'engagement continuel de l'Union européenne et de ses États membres en faveur de la sécurité du Bénin dans un contexte régional relativement instable. Fraternité note ce jour que Yayi est à la recherche d'alliés. Depuis le début de cette année, il ne s'arrête presque plus. L'étape des présentations inhabituelles de vœux passés, l'ancien président de la République, Boni Yayi, a multiplié des entrevues avec des personnalités politiques béninoises et pas des moindres. Tenez, en quelques mois, les populations ont eu droit à ces allers-retours entre les domiciles d'Adrien Humbedji, Bruno Amoussou, Mathurin Aglo, Idji Kola Olé, Nicéphore Soglo, Théodore Olo et Robert Dossou. Forcément, à moins d'un an de la présidentielle de 2026, ces mouvements de l'ancien président de la République et leader charismatique du parti Les Démocrates, le plus grand parti de l'opposition, ne laissent pas indifférent. Déjà, en minorité au Parlement est obligé de subir la loi de la majorité, notamment en ce qui concerne le code électoral. L'opposition au régime en place n'a d'autre choix que de ratisser large dans la perspective d'une alternative crédible en 2026. Et forcément, à défaut de pouvoir composer avec de grands partis politiques, à l'instar de l'UPR ou du BR, Boni Yayi essaie visiblement de rallier à sa cause les grands électeurs. Pour la presse du jour, c'est un rapprochement qui risque de faire très mal au Cantalon. Le samedi 10 mai 2025, une nouvelle rencontre a eu lieu entre Yayi Boni et Maître Adrien Humbedji. Il s'agit cette fois-ci d'un tête-à-tête entre les deux leaders qui ont longuement échangé sans que rien ne filtre de leur entretien. Loin d'un acte banal, il faut y voir plutôt un signal fort. Le président Talon a de quoi se faire des soucis, estime le journal. C'est du moins ce qui transparaît suite à cette nouvelle rencontre entre Boni Yayi et Maître Adrien Humbedji. Tous les schémas sont envisageables pour les élections générales de 2026, sauf celui-là.
Pourtant, tout porte à croire de plus en plus qu'il faut désormais y penser. Boni Yayi et Maître Adrien Mbedji ensemble, il y a fort à craindre pour le chef de l'État sortant qui semble avoir tout balisé pour que ce ne soit que son candidat qui lui succède. Un souhait légitime, certes, puisque c'est la règle en politique, à savoir ne jamais laisser le témoin à l'adversaire. Que peut-on espérer des deux dinosaures de la scène politique béninoise, se demande de son côté le confrère de la matinée. Leur rencontre répétée tant à Cotonou qu'à Porto Novo suscite interrogations, spéculations et même inquiétudes. Dans le landerneau politique national, si tous les opposent en apparence, style de gouvernance, discours politique, base électorale, Boni Yayi et Adrien Mbedji partagent aujourd'hui un même souci, leur héritage politique. Tous deux ont été à différents moments des piliers de la transition démocratique béninoise. Derrière ces retrouvailles, certains analystes perçoivent aussi une forme de nostalgie du pouvoir dans un contexte politique marqué par la montée de nouvelles figures et le recul de plusieurs partis historiques. Les deux vétérans cherchent peut-être à reconstituer un pôle d'influence. D'autres y voient un simple calcul stratégique dans l'optique de redessiner les alliances politiques à l'horizon 2026. Et puis l'autre leader politique qui multiplie aussi des actions, c'est comme l'écrit Fraternité, Paul Humpé, qui trace la voie vers 2026. Le parti Force Kouri pour un Bénin émergent multiplie les rencontres avec ces différentes factions en vue de préparer les élections générales de 2026. À cet effet, un nouveau conclave s'est tenu le samedi 10 mai 2025 à Grand Popo avec la jeunesse du parti. Occasion pour le secrétaire exécutif national Paul Humpé de réaffirmer son attachement à la jeunesse militante et d'annoncer un nouveau leadership dans les rangs du mouvement jeune du parti. Prenant la parole devant une salle acquise à sa cause, Paul Humpé n'a pas mâché ses mots. Il a rappelé les moments difficiles traversés par le parti après les législatives de 2023, tout en saluant le courage des militants et le travail des leaders pour redonner vie à la FCBE. Dans la suite, le matinal informe que les prix des bouteilles de gaz de 1, 5, 3 et 6 kg sont dévoilés. Le vendredi 9 mai 2025, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Alimatou Assouma, a, au cours d'un échange avec des professionnels des médias, apporté des précisions sur la réforme concernant la distribution du gaz domestique au Bénin. Il a ainsi levé un coin de voile sur les prix et les objectifs de la réforme. Selon les précisions apportées par la ministre Shadia Alimatou Assouma, la bouteille de gaz de 1,5 kg sera vendue à 1000 francs CFA et celle de 3 kg sera cédée à 2000 francs. Les bouteilles de 6 kg devront être commercialisées à 4500 francs CFA lorsque la réforme sera mise en application, a-t-elle précisé. Le confrère de la matinée d'ajouter que cette mesure, saluée par de nombreux citoyens et observateurs, marque un tournant décisif dans la politique sociale du pays en mettant fin à la disparité des prix entre zones rurales et urbaines, entre revendeuses officielles et circuits parallèles. L'État affirme clairement sa volonté de justice sociale et de solidarité nationale. Désormais, qu'on soit à Cotonou, à Natitengu ou à Comé, le prix d'une bouteille de gaz domestique est le même. Cette homogénéité tarifaire protège les couches les plus vulnérables des abus et encourage l'usage du gaz, alternative plus propre au bois et au charbon, contribuant ainsi à la préservation de l'environnement. La nation pointe que face aux informations faisant état d'un dysfonctionnement au niveau des postes de contrôle juxtaposés de ces mécraques et Ilakondi et qui ferait durer le séjour des camions lors de leur passage, Jacques Ayadji, ministre conseiller chargé des infrastructures et du cadre de vie, est allé faire le constat. Mais dans la réalité, il n'en est rien. Les informations sur une baisse de performance de la douane béninoise ne sont pas vérifiées. Sur tous les points du rapport de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, les agents de la douane se sont inscrits en faux contre ces allégations. C'était la revue de presse quotidienne. Merci d'avoir été à l'écoute.